Dans la nuit du 30 octobre 1503, à l'intérieur du palais apostolique du Vatican, l'air semblait plus froid que d'habitude. Ce n'était pas seulement le marbre glacé sous les pieds, ni les courants hivernaux qui s'infiltraient par d'anciennes fissures. C'était une sensation plus profonde, presque spirituelle, comme si les murs eux-mêmes savaient qu'ils étaient sur le point de témoigner de quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Sous des voûtes construites pour glorifier le divin, le silence devint épais, oppressant, chargé d'une tension qu'aucune prière ne pouvait dissiper. Le Vatican, centre du monde chrétien, ne dormait pas. Les torches projetaient des ombres longues et déformées sur des fresques représentant des saints, des jugements célestes et des promesses de salut. Ces images, créées pour élever l'âme, observèrent maintenant en silence une scène qui s'éloignait dangereusement de tout ce qu'elle symbolisait. Les couloirs résonnaient de pas contenus, de regards fuyants, de murmures qui mouraient avant de devenir des mots. Quelque chose se préparait. Quelque chose que même les plus puissants préféraient ne pas nommer. Au cœur de ce labyrinthe sacré se trouvait l'homme qui contrôlait tout. Le pape Alexandre VI, entouré de cardinaux vêtus de pourpre et écarlate, occupait sa place comme s'il présidait une célébration privée. Son sourire n'était pas celui d'un pasteur, mais celui de quelqu'un conscient qu'aucune loi humaine ou divine ne pouvait l'atteindre. Pour beaucoup, ce geste suffisait à comprendre une vérité inquiétante. Quand le pouvoir devient absolu, la foi cesse d'être une limite et se transforme en un outil. Ce qui allait commencer cette nuit-là n'était pas un acte isolé, ni un simple excès de cour. C'était le résultat d'années de corruption normalisée, d'alliances scellées par des menaces d'une famille, les Borgia, qui comprenait le monde comme un échiquier où les personnes étaient des pièces interchangeables. Dans ce contexte, le sacré et le profane cessèrent d'être des opposés. Ils se mélangèrent jusqu'à devenir indiscernables, créant une zone grise où tout semblait permis tant que cela servait le pouvoir. Les chroniqueurs postérieurs parleraient de cette nuit avec hésitation. Certains choisirent le silence. D'autres eurent recours à des métaphores, incapables d'écrire clairement ce qu'ils avaient entendu raconter. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était une honte historique. Car accepter ce qui s'était passé signifiait admettre que le cœur de la chrétienté avait battu, pendant quelques heures, au rythme d'une obscurité profonde. Cette histoire ne commence pas par un crime visible, ni par un cri déchirant. Elle commence par un mariage annoncé comme un triomphe politique, avec des cloches qui sonnèrent sur Rome et des promesses d'union et de stabilité. Mais sous cette façade se cachait quelque chose de différent. Un avertissement silencieux sur ce qui se passe lorsque l'autorité est exercée sans conscience et lorsque la foi est utilisée pour justifier l'injustifiable. Ce qui s'est produit cette nuit-là n'a pas seulement marqué les personnes présentes. C'est devenu un symbole, un écho qui a traversé les siècles et qui nous oblige encore aujourd'hui à regarder le passé avec inquiétude. Car ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un rappel inconfortable que même les lieux les plus sacrés peuvent devenir des scènes d'ombre lorsque personne n'ose dire « ça suffit ». Pour comprendre la véritable dimension de cette nuit-là, il est nécessaire de s'attarder sur la figure qui s'y retrouva piégée, Lucrèce Borgia. Pendant des siècles, son nom fut synonyme d'intrigue, de poison et de séduction calculée. Peintre, poète et ennemi politique la transformèrent en un mythe sombre, une femme présentée comme l'auteur de crimes silencieux et de manipulations perverses. Mais cette image, répétée jusqu'à l'épuisement, cachait une réalité beaucoup plus complexe et, surtout, plus tragique. Lucrèce n'est pas née avec son propre pouvoir. Elle est née au sein d'une famille où le pouvoir était tout. Fille du pape Alexandre VI et sœur de Cesare Borgia, elle grandit dans un environnement où les affections étaient subordonnées à la stratégie et où les liens familiaux servaient d'instruments de négociation. Très jeune, elle apprit que son destin ne lui appartenait pas. Son corps, son nom et son avenir étaient des monnaies d'échange sur le grand marché politique de l'Italie de la Renaissance. Son premier mariage fut arrangé alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Ce ne fut pas une union d'amour ou d'affinité, mais une simple manœuvre diplomatique. Lorsque cette alliance cessa d'être utile, le lien fut annulé sans ménagement. Le message était clair. Un mariage pouvait s'effacer comme s'il n'avait jamais existé. Lucrèce comprit alors que rien n'était permanent,
que même les sacrements pouvaient être réécrits si le pouvoir l'exigeait. Le second mariage semblait, du moins en apparence, différent. Pour la première fois, ceux qui l'entouraient perçurent en elle une lueur d'espoir. On parlait d'affection sincère, d'une vie qui pourrait peut-être échapper, ne serait-ce que minimalement, au contrôle absolu de son père et de son frère. Mais cette illusion fut brisée de manière brutale. Son époux mourut dans des circonstances entourées de soupçons, au sein même de l'environnement qui devait le protéger. Lucrèce fut témoin de l'effondrement définitif de toute idée de sécurité. À partir de ce moment, quelque chose changea en elle. Les récits de ceux qui l'accompagnaient parlent de nuits interrompues par des sursauts, de silences prolongés, d'un regard qui semblait chargé d'une lassitude impropre à son âge. Ce n'était pas l'expression d'une conspiratrice satisfaite, mais celle de quelqu'un qui comprenait que sa vie avançait sur un chemin tracé par d'autres, sans possibilité de s'en écarter. Lorsque son troisième mariage fut annoncé, Lucrèce n'attendait plus de bonheur. Elle savait que cette union répondait à un besoin politique urgent pour les Borgia. Ce qu'elle ne pouvait imaginer, c'était à quel point ce lien serait utilisé comme scène pour démontrer le pouvoir, humilier des alliés et envoyer un message terrifiant au reste de l'Italie. Pour elle, le mariage ne représentait pas un commencement, mais la confirmation qu'elle restait une pièce sacrifiable. Ainsi, tandis que Rome célébrait ce qui semblait être une alliance brillante, Lucrèce se préparait en silence pour un autre chapitre d'une vie qui ne lui permit jamais de choisir. Et sans le savoir encore, elle marchait vers une nuit qui marquerait à jamais non seulement son destin, mais la mémoire même du Vatican. Pour comprendre pourquoi ce mariage était si crucial, il faut observer l'échiquier politique de l'Italie au début du XVIe siècle. La péninsule n'était pas un pays unifié, mais une mosaïque fragile de duchés, de républiques et de territoires soumis à une tension constante. Florence, Venise, Milan, Naples et les États pontificaux s'affrontaient par des alliances instables, des trahisons discrètes et des menaces à peine voilées. Dans ce monde, le pouvoir ne se maintenait pas seulement avec des armées, mais avec des mariages soigneusement calculés. Alexandre VI dominait ce jeu avec une froideur implacable. En tant que pape, il n'était pas seulement une autorité spirituelle, mais aussi un souverain temporel capable de bénir ou de détruire des dynasties entières. L'excommunication n'était pas une punition symbolique. Elle signifiait l'isolement politique, la ruine économique et, dans de nombreux cas, le prélude à une chute violente. Dans ce contexte, chaque décision du pontife résonnait bien au-delà des murs du Vatican. Le mariage de Lucrèce avec Alphonse d'Este devait sceller une alliance stratégique avec le duché de Ferrare, une maison ancienne et fière qui jusqu'alors avait réussi à rester relativement indépendante de la domination directe des Borgia. Pour Rome, cette union représentait une victoire politique. Pour Ferrare, c'était une capitulation déguisée en honneur. Alphonse, jeune héritier de la famille d'Este, le comprit dès le premier instant. À la différence de nombreux nobles de son temps, Alphonse n'était pas naïf. Il connaissait les rumeurs, les histoires qui circulaient dans les cours italiennes, les morts inexpliquées et les pactes rompus qui semblaient toujours suivre le nom des Borgia. Il savait qu'épouser Lucrèce n'était pas seulement un engagement matrimonial, mais une entrée directe dans le cercle le plus dangereux du pouvoir de la Renaissance. En privé, il exprima sa peur. En public, il tenta de gagner du temps. Pendant des semaines, la famille d'Este eut recours à des excuses diplomatiques. On allégua des problèmes de santé, des retards cérémoniels, des questions logistiques. Des messagers voyagèrent de Ferrare à Rome avec des mots soigneusement choisis, espérant adoucir l'imposition. Mais Alexandre VI n'était pas un homme qui acceptait les atermoiements. Chaque réponse qui arrivait du Vatican était plus claire, plus directe, plus menaçante. Le message, bien que jamais écrit explicitement, était impossible à mal interpréter. Si Ferrare refusait l'union, elle ferait face à des conséquences dévastatrices. Cesare Borgia, déjà craint pour son efficacité militaire, était prêt à agir. Ses campagnes avaient démontré qu'il n'avait pas besoin de longues guerres pour briser une ville. La peur, la rapidité et la certitude qu'il n'y aurait pas de pitié suffisaient. Face à cette réalité, le duc de Ferrare comprit que la résistance signifiait la destruction de sa maison. Non seulement il perdrait des territoires, mais aussi sa légitimité.
Isolé, sans alliés prêts à affronter le pape, son lignage risquait de disparaître. Ce fut alors qu'il donna l'ordre final. Alphonse devait se rendre à Rome et accepter le mariage. Pour le jeune héritier, ce voyage ne fut pas un déplacement cérémoniel, mais une marche vers l'inconnu. Il traversa montagnes et chemins glacés, avec la sensation que chaque kilomètre l'éloignait de son ancienne vie. Il savait qu'il entrait dans un territoire où les règles communes ne s'appliquaient pas, où le pouvoir n'était limité ni par la morale, ni par la tradition. Alors que Rome se préparait à le recevoir avec des festivités, Alphonse avançait avec une amère certitude. Cette union n'était pas une célébration, c'était un avertissement. Et le prix de la refuser aurait été bien pire que la peur qui l'accompagnait maintenant. L'arrivée d'Alphonse d'Este à Rome ne fut pas l'entrée triomphale d'un prince, mais le début d'une lente dépossession. La ville le reçut avec un faste calculé. Étendard, cloches, sourires mesurés. Mais derrière ce décor, le Vatican se dressait comme une forteresse qui n'invitait pas, mais absorbait. En franchissant ses portes, Alphonse comprit que l'hospitalité était une forme raffinée de surveillance. Alexandre VI l'accueillit en audience avec une cordialité théâtrale. Vêtu de blanc et d'or, il parla d'union, de stabilité, de la grandeur qui naîtrait du lien entre deux maisons illustres. Chaque mot était poli pour rassurer, et pourtant, chaque silence qui suivait pesait plus qu'un reproche. À ses côtés, Cesare Borgia restait immobile, observant. Il n'avait pas besoin de parler. Sa présence était le rappel que le pouvoir ne s'exprime pas toujours par des discours. Dans les jours qui suivirent, Alphonse fut entraîné dans une succession de banquets, réceptions et chasses. Tout semblait conçu pour célébrer l'alliance, mais le véritable objectif se révéla bientôt. Aux tables, il était assis à côté de personnages soigneusement choisis, tandis que des regards complices parcouraient la salle. Les rires arrivaient en retard, comme s'ils obéissaient à un signal. Les plaisanteries, enveloppées de courtoisie, frôlaient l'humiliation. Rien n'était explicite, et c'est précisément pour cela que c'était plus efficace. Pendant les chasses, César montrait une habileté inquiétante. Ce n'était pas du sport, c'était une démonstration. Chaque geste, chaque ordre exécuté instantanément par ceux qui l'entouraient, communiquait une hiérarchie incontestable. Alphonse comprit qu'il n'était pas là pour jouir de la faveur papale, mais pour apprendre sa place. Une place subordonnée, fragile, conditionnée à l'obéissance. Les nuits devinrent particulièrement révélatrices. Alphonse fut logé dans des dépendances surveillées, toujours avec une excuse plausible. Sécurité, protocole, respect de l'invité. Cependant, la présence constante de gardes transformait le repos en une veille silencieuse. Dans ces couloirs, le temps semblait stagner. Chaque pas étranger résonnait comme un avertissement. Chaque porte fermée rappelait que la liberté était provisoire. Alexandre VI ne ratait aucune occasion d'insinuer le destin de ceux qui avaient cessé d'être utiles. Dans des conversations apparemment légères, il mentionnait des tragédies passées, des alliances rompues, des fins que l'histoire préférait résumer par des phrases ambiguës. Il ne donnait jamais de nom complet. Ce n'était pas nécessaire. Le message était destiné à un seul auditeur. Psychologiquement, le siège était impeccable. Il n'y avait ni cris ni menaces ouvertes. Il y avait répétition, contrôle de l'environnement, incertitude calculée. Alphonse commença à sentir sa dignité s'éroder sans qu'il puisse identifier un moment précis où elle se serait brisée. C'était la stratégie, ne pas détruire d'un coup, mais user jusqu'à ce que la résistance semble inutile. Pendant ce temps, le mariage approchait. Et avec lui, une sensation difficile à décrire, comme si le Vatican lui-même respirait différemment. Les serviteurs évitaient certains regards. Des portes auparavant ouvertes restaient fermées. Des rumeurs circulaient à voix basse et s'éteignaient en croisant une soutane. Alphonse comprit alors une vérité inquiétante. Le mariage n'était que la surface. Ce qui se préparait allait au-delà d'un lien entre deux personnes. C'était une leçon destinée à toute l'Italie. Et lui, sans le vouloir, avait été placé au centre de la scène. Alors qu'Alphonse était soumis à ce siège silencieux, une autre préparation plus subtile et, de ce fait même, plus inquiétante, se tramait au sein du Vatican. Elle n'était pas annoncée par décret ni proclamée dans les salons. Elle se percevait dans les détails,
dans les couloirs qui soudain devenaient déserts, dans les visages tendus des serviteurs, dans des ordres transmis à voix basse et répétés une seule fois. Le palais apostolique semblait retenir son souffle. Lucrèce, quant à elle, vivait ses jours comme si elle marchait sur un sol qui pouvait céder à tout moment. Elle ne participait pas aux décisions et n'était pas informée des plans. Son rôle était défini à l'avance. Elle devait se présenter, sourire, obéir. Cependant, même dans ce silence imposé, son intuition commença à lui signaler que quelque chose n'allait pas. Les pièces qui lui étaient auparavant familières acquirent une atmosphère étrange. Des personnes inconnues apparaissaient et disparaissaient rapidement, comme si le palais s'était rempli de passages secrets. Ces dames lui parlaient de mouvements nocturnes, de portes qui s'ouvraient à des heures inhabituelles, de figures qui traversaient des cours intérieures, guidées par la lumière tremblante des lanternes. Personne n'expliquait rien, personne ne posait trop de questions. Au Vatican d'Alexandre VI, la prudence consistait à ne rien voir et à ne rien entendre. Mais Lucrèce voyait, et elle sentait. Cesare Borgia se déplaçait avec une énergie différente. Partout où il passait, l'ambiance se tendait. Il souriait peu, mais quand il le faisait, c'était un sourire qui ne transmettait pas le calme. Pour ceux qui l'observaient, il était évident qu'il ne s'agissait pas seulement d'un mariage. C'était une représentation soigneusement répétée, une mise en scène destinée à produire un impact durable. Dans ce climat, une figure se distinguait par son inquiétude. Johann Burchard, maître des cérémonies du Vatican. Homme méticuleux, habitué à enregistrer chaque geste rituel, chaque détail protocolaire, il avait été témoin d'innombrables excès au cours de sa carrière. Banquets démesurés, faveurs achetées, charges sacrées échangées comme des marchandises. Il croyait avoir tout vu. Cependant, quelque chose dans les préparatifs de ce mariage lui causait un malaise différent. En examinant les listes, les itinéraires et les dispositions, Burchard percevait des incohérences qu'il ne savait comment expliquer. Des invités qui ne figuraient pas sur les registres officiels. Des indications qui se contredisaient. Des espaces réaffectés sans motif apparent. Tout semblait soigneusement conçu pour confondre, pour maintenir chaque participant isolé dans sa propre parcelle d'information. Lucrèce, incapable de supporter davantage cette pression invisible, chercha refuge là où elle avait toujours cru qu'une limite existait encore. La veille du mariage, elle se rendit à la chapelle, vide et silencieuse. Sous les fresques qui représentaient le lien entre l'humain et le divin, elle s'agenouilla sans cérémonie. Elle ne demanda ni pouvoir ni vengeance. Elle demanda un signe, quelque chose qui lui indiquerait qu'il existait encore un ordre plus élevé que la volonté de son père et de son frère. Mais la réponse ne vint pas. Seulement le clignotement des bougies et l'écho distant de pas dans les couloirs. En se relevant, Lucrèce comprit que le silence pouvait aussi être une forme d'annonce. Dehors, le Vatican continuait de se préparer. Et elle, sans le savoir entièrement, s'approchait du moment où cette préparation révélerait son véritable objectif. L'aube du jour du mariage arriva enveloppée d'une solennité presque parfaite. Les cloches de Saint-Pierre s'élevèrent sur Rome comme pour annoncer un triomphe longtemps attendu. Dans les rues, la foule se rassemblait avec curiosité et morbidité, désireuse de voir la fille du pape dans un rituel qui promettait stabilité et grandeur. À l'intérieur du palais apostolique, cependant, l'atmosphère était différente. Tout brillait, oui, mais cet éclat avait quelque chose de rigide, comme un décor monté trop rapidement pour masquer de profondes fissures. Lucrèce fut préparée par un grand nombre d'assistants. La soie et l'or de sa robe reflétaient à la lumière des bougies d'un éclat presque liquide. Ses cheveux, soigneusement tressés et ornés, tombaient sur ses épaules avec une perfection étudiée. Devant le miroir, elle ne vit pas une mariée. Elle vit une figure immobile au sein d'une scène que d'autres avaient écrite. La fatigue, à peine dissimulée par les poudres et les parfums, s'était installée dans ses yeux. La cérémonie se déroula dans une chapelle saturée d'images sacrées. Alexandre VI officia d'une voix ferme, sûre, comme si chaque mot réaffirmait non seulement un sacrement, mais aussi sa domination absolue. Les cardinaux, alignés en rouge, affichaient des expressions qui se voulaient dévotes. Cependant, dans l'immobilité de leur visage, on devinait une tension difficile à cacher. Tous savaient que ce n'était que le début. Après le rite, les invités furent conduits aux appartements des Borgia. Les couloirs,
recouverts de fresques narrant des histoires de vertu et de sacrifice, semblaient observer la suite avec une ironie muette. Dans la grande salle, des tables débordantes offraient des mets exquis, des vins fins, des fruits venus de loin. La musique emplit l'espace d'une harmonie soigneusement choisie pour apaiser les esprits. Au début, tout se déroula comme prévu. Toasts formels, mots aimables, gestes diplomatiques. Alphonse et Lucrèce occupaient dans la place centrale, entourés d'une célébration qui leur semblait étrangement distante, comme s'ils contemplaient tous deux la scène de l'extérieur. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le ton changea. Alexandre, stimulé par le vin, devint plus expansif. Ses rires résonnaient trop fort. Ses commentaires, enveloppés d'humour, portaient un tranchant inquiétant. Puis, sans préavis, les portes de la salle se refermèrent. Le claquement sec de la fermeture coupa la musique comme un coup. Les gardes prirent position avec un naturel répété. Personne ne protesta. Personne ne demanda. À cet instant, il fut clair que l'ordre de la nuit avait changé de main. Césarée se leva lentement et, d'un geste presque imperceptible, donna un signal. Ce qui suivit ne fut pas présenté comme un scandale, mais comme un divertissement. Un mot doux pour un acte qui estompa immédiatement la frontière entre célébration et soumission. La salle, construite pour la magnificence, se transforma en une scène où le pouvoir s'exhibait sans masque. Les réactions furent variées, mais toutes partageaient une même racine, la paralysie. Certains détournèrent le regard. D'autres feignirent une attention distraite. Quelques-uns rirent, non par plaisir, mais par peur. Alphonse sentit que le sol sous ses pieds devenait instable. Lucrèce, à ses côtés, restait rigide, comme si sa lourde robe l'ancrait à la chaise. À ce moment, ils comprirent que le mariage avait cessé d'être un rituel. Il était devenu un message, et ce message ne leur était pas destiné à eux seuls, mais à tous les présents, et au-delà, à toute l'Italie. Ce qui suivit fut gravé dans la mémoire des présents, non pas par ce qui fut dit, mais par le sentiment d'avoir franchi un seuil invisible. La salle, éclairée par de hauts candélabres, projetait des ombres irrégulières sur les murs peints de scènes de sainteté. Dans ce contraste, le solennel devint inquiétant. Il n'y eut ni cris ni ordres retentissants. De simples gestes, des regards qui n'admettaient aucune réplique, suffirent. Le pouvoir, lorsqu'il se sent indiscutable, n'a pas besoin d'élever la voix. À partir de cet instant, la nuit adopta un rythme propre, étranger à la logique d'une célébration. Le murmure s'éteignit et laissa place à une quiétude tendue. Les objets quotidiens du banquet, coupes, assiettes, ornements, semblèrent acquérir un poids symbolique différent, comme si l'espace lui-même avait été reprogrammé pour remplir une fonction que personne n'osait nommer. Chaque mouvement était chargé de sens, chaque pose d'une attente inconfortable. Johann Burchard, témoin contraint par sa fonction, observait avec une attention mêlant discipline et alarme. Il comprenait que sa tâche n'était pas d'intervenir, mais d'enregistrer. Et dans cette obligation se cachait une condamnation. Ce qu'il verrait devrait être transformé en mots, même si les mots se révélaient insuffisants. Des années plus tard, il écrirait qu'il y eut des moments où le temps sembla s'arrêter, comme si le Vatican lui-même hésitait à continuer. Lucrèce et Alphonse, assis au centre de la scène, devinrent des figures presque symboliques. Lui, conscient que chacun de ses gestes était évalué. Elle, piégée dans un silence qui n'était pas un choix, mais une imposition. La musique, lorsqu'elle réapparaissait, le faisait par intermittence, incapable de couvrir la sensation de nudité morale qui se répandait dans la salle. Personne ne pouvait feindre la normalité très longtemps. Sur les visages des cardinaux se reflétait une lutte interne. Certains s'accrochaient à la discipline apprise, évitant tout geste qui pourrait être interprété comme un désaccord. D'autres montraient une rigidité qui trahissait la peur. Il y avait ceux qui, incapables de traiter ce qui se passait, avaient recours à un rire forcé, un masque fragile face à la pression. La foi dans cet espace ne disparut pas. Elle resta suspendue, impuissante. La scène acquit un caractère rituel, mais non un rituel visant à élever l'esprit. C'était un rituel de domination, soigneusement conçu pour laisser une empreinte. Chaque élément semblait choisi pour rappeler au présent qu'ils évoluaient dans un ordre où la volonté de quelques-uns annulait toute limite préexistante.
L'humiliation n'avait pas besoin de mots explicites. Elle se communiquait par le contexte, par l'impossibilité de détourner le regard sans conséquence. Alphonse sentit son identité d'héritier se dissoudre. Il n'était pas là en tant que représentant de Ferrare, mais comme preuve vivante que même les maisons les plus anciennes pouvaient être soumises. Lucrèce, quant à elle, expérimenta une séparation intérieure difficile à décrire. Son corps restait dans la salle, mais son esprit cherchait refuge dans un lieu inaccessible, loin de cette représentation. Au fil des heures, il devint clair que ce qui avait été vécu ne serait pas facilement raconté. Ce qui s'imprima cette nuit-là dans la mémoire collective ne fut pas un acte isolé, mais un signal. Une démonstration calculée de jusqu'où le pouvoir pouvait aller lorsque personne n'osait s'y opposer. Et tandis que les ombres s'allongeaient sur les fresques, beaucoup comprirent que le pire n'était pas encore terminé. Quand la nuit s'avança vers son point le plus profond, le temps sembla perdre son sens habituel. Les heures ne se mesuraient plus par les cloches, ni par la musique, mais par une sensation d'épuisement émotionnel qui se répandait dans la salle. L'air était lourd, non de bruit, mais d'une attente forcée. Personne ne bougeait sans y penser à deux fois. Personne ne parlait sans calculer le risque. Ce fut alors qu'Alexandre VI, avec un calme qui glaça la salle, fit comprendre que la soirée n'était pas encore terminée. Sa voix, habituée à être obéie, s'imposa sans effort. Il n'eut pas besoin de l'élever. Le ton suffit. Ce qu'il annonça ne fut pas présenté comme un caprice personnel, mais comme une exigence nécessaire, enveloppée d'un langage qui prétendait se légitimer par la tradition et le devoir. À cet instant, même ceux qui avaient tout supporté jusque-là sentirent que quelque chose d'irrémédiable était sur le point de se produire. L'effet fut immédiat. Le silence devint absolu. Certains baissèrent les yeux, d'autres restèrent immobiles, incapables de réagir. Alphonse comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'une humiliation publique, mais d'un point de non-retour. Tout ce qu'il avait vécu depuis son arrivée à Rome convergeait vers ce moment. Les menaces voilées, la surveillance constante, la pression psychologique. Rien n'avait été fortuit. Lucrèce, assise à ses côtés, semblait fragile et distante à la fois. Son visage n'exprimait plus de peur visible, mais une sorte de vide. Comme si, pour survivre, elle avait appris à se retirer intérieurement. Elle ne pleurait pas, elle ne protestait pas. Cette absence de réaction était plus perturbante que n'importe quel geste désespéré. C'était le signe d'un esprit poussé à bout. Les présents furent transformés en témoins involontaires, non par choix, mais par impossibilité de partir. L'espace, conçu pour des réceptions diplomatiques, perdit toute trace d'intimité. La dignité, ce concept tant invoqué dans les discours et les sermons, resta suspendu en un point abstrait, incapable de se matérialiser en actions concrètes. Johann Burchard, conscient de la gravité historique du moment, ressentit le poids d'une responsabilité insupportable. Il savait que cela ne pouvait être décrit directement sans détruire sa propre foi dans les institutions qu'il servait. Et pourtant, il comprenait aussi que se taire équivaudrait à être complice. Ce conflit l'accompagnerait le reste de sa vie. À mesure que la nuit avançait vers l'aube, la salle offrait une image désolante. Coupes renversées, restes d'un banquet qui avait perdu tout sens festif, figures épuisées occupant des recoins comme si elles cherchaient l'invisibilité. Il n'y avait pas de vainqueur visible, seulement des personnes brisées par une expérience qu'elles ne pouvaient nommer. Lorsque la première lumière du jour commença à filtrer par les hautes fenêtres, Rome s'éveilla sans savoir ce qui s'était passé à l'intérieur du Vatican. Dehors, le monde suivait son cours. Dedans, quelque chose d'essentiel s'était érodé. Non seulement chez Lucrèce et Alphonse, mais dans l'idée même qu'il existait des espaces intouchables. Cette aube ne clôtura pas une histoire. Elle l'ouvrit. Ce qui s'était produit ne resterait pas enfermé entre ces murs. Cela se transformerait en rumeur, puis en avertissement et finalement en symbole. Un rappel silencieux de ce qui se passe lorsque le pouvoir absolu est exercé sans frein, même ou surtout dans les lieux destinés à représenter le sacré. Dans les jours qui suivirent, le Vatican tenta de retrouver son rythme habituel. Les audiences se poursuivirent, les messes furent célébrées avec une normalité apparente,
et les cloches marquèrent de nouveau les heures, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Cependant, sous cette surface ordonnée, quelque chose s'était déplacé. Les visages étaient plus réservés. Les conversations s'interrompaient au moindre bruit. Le silence, désormais, avait une mémoire. Alphonse d'Este quitta Rome peu après, sans cérémonie ni adieu prolongé. Il retourna à Ferrare avec une discrétion qui contrastait avec la magnificence de son arrivée. Ceux qui le virent partir parlèrent d'un homme vieilli subitement, le regard fixe et les gestes contenus, comme si chaque mot était un risque inutile. Il ne fit jamais publiquement référence à cette nuit-là. Dans son entourage, le sujet devint innommable, un vide autour duquel tous apprirent à évoluer. Lucrèce déménagea avec lui et assuma son rôle de duchesse avec un dévouement qui en surprit beaucoup. Elle protégea les artistes, promut les œuvres de charité, encouragea la vie culturelle. Aux yeux du monde, elle semblait avoir trouvé une forme d'équilibre. Mais ceux qui la connurent à de près parlèrent d'une tristesse persistante, d'une distance douce mais constante, comme si une partie d'elle était restée à jamais piégée dans une autre pièce, à une autre époque. Pendant ce temps, l'histoire commençait à filtrer. Cela ne se fit pas ouvertement, mais à travers des lettres chiffrées, des rapports diplomatiques et des avertissements voilés. Les ambassadeurs écrivaient avec prudence, conscients que chaque mot pouvait avoir des conséquences. Sur les places et dans les tavernes, les rumeurs circulaient à voix basse. Le nom des Borgia était prononcé avec circonspection, comme si les nommés étaient les invoqués. Johann Burchard accomplit son devoir de la seule manière qu'il jugea possible. Il consigna les faits dans son journal, non comme une accusation directe, mais comme un témoignage pour un futur lecteur qui n'existait pas encore. Chaque ligne était écrite avec un mélange de précision et de retenue, conscient que le document pouvait être enterré ou, un jour, ressurgir avec une force dévastatrice. C'était sa manière de résister à l'oubli. Avec le temps, l'épisode se transforma en symbole, non seulement d'une famille, mais d'une époque où l'autorité avait perdu ses limites visibles. Prédicateurs et penseurs le citèrent comme preuve d'une décadence plus large. Parmi eux, un moine allemand qui, des années plus tard, remettrait ouvertement en question le pouvoir de Rome et allumerait une profonde rupture au sein du christianisme. Pour beaucoup, cette nuit devint un argument silencieux, mais percutant. Les morts ultérieures d'Alexandre VI et de Cesare Borgia n'effacèrent pas le souvenir. Au contraire, elles le consolidèrent. Sans la protection du pouvoir, leurs noms restèrent liés à un avertissement historique. Le passé, loin de se clore, commença à observer le présent avec une insistance inconfortable. Des siècles plus tard, lorsque les documents réapparurent et que les historiens se penchèrent de nouveau sur cet épisode, il fut clair qu'il ne s'agissait pas seulement d'un récit sombre. C'était une leçon. Un miroir qui montre comment les institutions, lorsqu'elles se détachent de la responsabilité morale, peuvent devenir des scènes d'ombre. Et cette leçon, encore aujourd'hui, attend toujours d'être entendue. Au fil des siècles, la nuit du 30 octobre 1503 cessa d'être une simple rumeur inconfortable pour devenir une blessure historique difficile à refermer. Lorsque les écrits de Johann Burchard réapparurent et furent lus avec une distance critique, l'épisode réémergea avec toute sa charge symbolique. Non pas comme une simple anecdote d'excès de la Renaissance, mais comme un avertissement profond sur l'utilisation d'un pouvoir sans frein. Pour les historiens, cet événement représenta un point d'inflexion, non pas parce qu'il fut le seul scandale de la période, mais parce qu'il condensait en une seule scène tous les maux que beaucoup pressentaient déjà. La confusion entre le sacré et le politique, l'instrumentalisation des personnes, le silence complice de ceux qui savaient que s'opposer signifiait disparaître. La tragédie ne résidait pas seulement dans ce qui s'était passé, mais dans l'acceptation collective que cela ne pouvait être évité. Lucrèce Borgia, avec le temps, fut lentement tirée de la caricature qui l'avait poursuivie. Les études modernes commencèrent à la voir, non pas comme l'incarnation du mal, mais comme le reflet d'une époque qui offrait peu d'issues à ceux qui naissaient au sein de certaines structures. Sa vie, marquée par l'obéissance forcée et la renonciation constante, devint le symbole de toutes ces voix que l'histoire mit des siècles à écouter. L'épisode laissa également une empreinte durable sur la conscience européenne. Il alimenta les critiques, stimula les réformes
et servi d'exemple de ce qui se produit lorsque les institutions se blindent contre toute remise en question. Ce n'est pas un hasard si, des décennies plus tard, les mouvements de réforme religieuse désignèrent Rome comme un lieu où le message originel avait été déformé par l'ambition humaine. Aujourd'hui, plus de 500 ans après, le récit continue de déranger. Non pas parce qu'il décrit un passé étranger, mais parce qu'il pose une question qui ne perd jamais sa pertinence. Que se passe-t-il lorsque personne n'ose poser de limites ? L'histoire démontre que l'obscurité ne s'impose pas toujours par une violence visible. Parfois, elle avance en silence, protégée par le respect, la peur ou la commodité. Le mariage de Lucrèce Borgia ne fut pas seulement un événement de la Renaissance. Ce fut un miroir. Un rappel que même les espaces créés pour représenter le plus haut peuvent se transformer s'ils sont vidés de leur responsabilité morale. Le passé, comme l'a averti un chroniqueur, n'est pas mort. Il observe, il attend, et il nous juge sur ce que nous faisons lorsque nous croyons que personne ne nous voit.